Vous allez comprendre que cette table ronde vient dans la continuité de ce qu'on a dit préalablement. Je vais m'effacer, moi, je vais observer, je vais écouter, mais quand même, on parle de solidarité. Et dans les principes de solidarité, on évoque souvent la protection des plus faibles dans la société. Mais force est de constater, et Xavier, je reprends vos propos que vous nous glissez à l'oreille, qu'en protégeant des gens, des fois, on les exclut. Ou alors on les exclut parce qu'on les discrimine. Donc vous m'évoquiez, glissé à l'oreille, la question du don du sang chez les patients homosexuels. Je pense que ça fait partie des éléments de cette table ronde. On a pu, dans la PMA, entendre que quand on contactait un donneur, il pouvait avoir 80 ans. Et là aussi, témoignage observationnel de ce qu'est un espace éthique. On reçoit beaucoup comme ça de questionnements. Une fille d'un donneur nous contacte, enfin m'a contacté en me disant mais mon père est désormais en EHPAD, je sais qu'il a été donneur de gamètes, il a plus toute sa tête. Donc comment se passerait le fait qu'il soit recontacté, d'accord, en vue de voilà. Donc il faut penser aussi cette question, c'est-à-dire qu'on imagine le donneur comme l'homme de 40 ans au moment où il a fait son don de 35 ans en pleine santé, on ne l'imagine pas 40 ans plus tard fragile, et ça fait le lien avec même la question de la psychiatrie et de la gériatrie. Et puis, sans rentrer dans les détails, on a longtemps appris à nos étudiants en médecine qu'une personne sous tutelle ne pouvait pas donner son corps à la science. D'accord. Et puis moi, sans des dons du corps, je donne un exemple. Il y a, tous les jours, tous les mois, on m'a dit la personne a donné son consentement au centre des dons du corps il y a 20 ans. Désormais, elle est sous tutelle. Est-ce que son consentement vaut encore? Je soumets ça aux juristes. Mais en tout cas, pour vous dire que la question des vulnérabilités des personnes, et je n'évoquerai pas les personnes en situation psychiatrique, s'il faut faire le lien. Bref, il faut se poser la question peut-être aussi du droit. Et entre protéger et interdire, il y a aussi des privations de liberté fondamentale. Merci Grégoire. Alors, quelle question pour demain? C'est l'intitulé de notre table ronde, la dernière de ces belles journées. Je remercie les personnes qui m'ont invité, Grégoire et Cyril. Donc, je vais vous parler de la place des personnes vulnérables dans les lois de bioéthique. Nous sommes toutes et tous vulnérables, puisque nous naissons nus, sans défense, totalement dépendants, et il nous faudra beaucoup plus que le gîte et le couvert pour vivre, mais bien de l'amour, au sens d'agapé, celui qui donne sans condition, celui de nos parents, d'un soignant ou d'une personne suffisamment bonne, étayante et désirante dans son regard, dans ses gestes, dans sa volonté de nous protéger. Vulnérable vient du mot vulnus, qui peut être blessé. Et alors, évidemment, nous sommes tous potentiellement soumis, de la naissance à la mort, à une blessure, qu'elle soit symbolique, physique, psychique, émotionnelle ou sociétale. Mais il y a des situations de survulnérabilité, que sont les deux pôles de la vie, les tout-petits et les personnes âgées, et aussi, de par leur constitution, les femmes. Cette survulnérabilité peut engendrer, du fait de la fragilité qu'elle implique, des maltraitances, des abus de faiblesse ou des féminicides. D'ailleurs, le législateur a inscrit dans la loi pénale des facteurs aggravants de vulnérabilité que sont l'âge, la maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse. Le terme de vulnérabilité a percé conjointement dans la littérature psychiatrique, je suis psychiatre, psychologique, pédiatrique et psychanalytique et aussi gériatrique, sous le terme de fragilité. Depuis les années 70, je vais déployer mon propos sur les personnes âgées, qui sont au cœur de ma pratique de gérontopsychiatre depuis 40 ans à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Je suis la seule psychiatre pour les 1000 lits de gériatrie de mon hôpital. Depuis 40 ans, et ça ne s'arrange pas, puisque partant à la retraite, personne ne viendra me remplacer. C'est aussi une survulnérabilité. Et je vais donc questionner le consentement, on en a beaucoup parlé, les choix de vie ou de fin de vie. Mais d'abord, quand on parle du consentement, on a parlé de consentement présumé. Est-ce que ça existe un consentement présumé? Ah non. Pour qu'il y ait consentement, pour qu'il y ait un oui qui soit possible, il faut qu'il y ait un non qui soit possible. Donc, vous voyez, on a des textes, je pense qu'il faut un peu les titiller. Alors, il me semble nécessaire quand même de faire un bref rappel des origines des lois de bioéthique. 1947,
le Code Nuremberg, qui impose en 10 points les règles que doivent satisfaire les recherches sur l'être humain, on vient d'en parler longuement, pour être considérées comme acceptables, en particulier la règle du consentement libre et éclairé. Et Régis, vous parliez souvent de libre et informé. Et c'est tellement important avec les personnes âgées. Qu'est-ce qu'elles comprennent? Les personnes psychiatriques, où est-ce qu'on consent, jusqu'à quoi? Est-ce qu'on a compris ce à quoi on consent? Est-ce que le discernement est encore là? En 1964, la déclaration d'Helsinki précise que les intérêts de la science et de la société ne doivent jamais prévaloir sur le bien-être de la personne. La France structure sa réflexion en matière de bioéthique dès les années 70, du fait de la naissance du premier enfant conscient, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, avec le professeur du CECOS de Rouen. Le CCNE est né en 83. Bien que ses avis ne soient que consultatifs, il va jouer un rôle premier dans la construction du droit français et des lois de bioéthique. En 1994, sont adoptées les 3 premières lois de bioéthique qui concerneront notamment le don, l'utilisation des éléments du produit du corps, on vient d'en parler, l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, et l'interdit l'expérimentation sur les embryons conçus in vitro. La révision des lois de bioéthique 1994, 2004, 2011, 2021 ont permis de débattre à intervalles réguliers des enjeux éthiques liés aux avancées de la médecine et de la biologie. Moi, je me souviens de débats en 2018, parfois très houleux à Sciences Po sur ces questions de loi de bioéthique, où dans les questionnements, il y avait déjà la fin de vie et on l'avait retiré au dernier moment. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Depuis sa création, le CCNE plaide pour une traduction législative de certains de ses avis. Voyons les entrelacs entre les avis du CCNE et la loi sur la fin de vie, par exemple, depuis plus de 30 ans. Le CCNE a été amené à plusieurs reprises à réfléchir sur ces questions au cours des 20 dernières années. Dans le premier avis qu'il a émis en 1991, dans son avis 26, il désapprouvait qu'un texte législatif ou réglementaire légitime l'acte de donner la mort à un malade. En 1998, dans son avis 58, il se déclarait favorable à une discussion publique, sereine, sur le problème de l'accompagnement des fins de vie, comprenant notamment la question de l'euthanasie. 98. En 2000, dans son avis 63, très bel avis, il proposait déjà la notion d'engagement solidaire et d'exception d'euthanasie. Dans l'avis 121 du CCNE, vient à la suite de la remise à la fin de l'année 2012 du rapport de la commission de réflexion sur la fin de vie en France, Penser solidairement la fin de vie, qui a été dirigée par le professeur Didier Sicard. Le président de la République de l'époque avait saisi le CCNE en lui posant 3 questions que je vais vous rappeler. Comment et dans quelles conditions recueillir et appliquer les directives anticipées émises par une personne en pleine santé ou à l'annonce d'une maladie grave concernant la fin de sa vie? Comment rendre plus dignes les derniers moments d'un patient dont les traitements ont été interrompus à la suite d'une décision prise à la demande de la personne ou de sa famille ou par les soignants? Selon quelles modalités et conditions strictes permettre à un malade conscient et autonome, atteint d'une maladie grave et incurable, d'être accompagné et assisté dans sa volonté de mettre lui-même un terme à sa vie. 2012. Ces questions sont encore totalement d'actualité aujourd'hui et n'ont pas toutes été traduites par la loi, dans la loi, par le législateur. Ces questions délicates de l'autonomie et de la fin de vie sont aujourd'hui encadrées par les lois. Citons celle de 99, instaurant l'accès aux soins palliatifs pour tous, la loi Kouchner 2004, où on quitte le modèle paternaliste et on réaffirme le consentement libre et informé des patients et le refus de soins. La loi du 22 avril 2005, dite Leonetti, relative aux droits des malades en fin de vie, qui dispose que les traitements prodigués aux malades ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable et fait obligation de dispenser les soins palliatifs. 99-2005. On réaffirme ça. Elle ne légalise pas non plus l'euthanasie.
Dans son avis 129 concernant la révision des lois de bioéthique de 2018-2019, le CCNE, s'appuyant sur les opinions émises lors des États généraux de 2018, souligne le besoin d'information du patient en vue de recueillir un consentement libre et éclairé, d'accompagnement médical et de formation des personnels de santé, et appelle à mieux appliquer la loi Claeys-Leonetti 2016 sur la fin de vie, qui, je le rappelle, comporte la possibilité de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, tout en développant les soins palliatifs. Hier, je faisais ma journée éthique de mon hôpital, donc seul psychiatre pour 1000 lits de gériatrie. Ça fait 2 ans qu'on poursuit cette question de la fin de vie et de la formation sur la loi Claeys-Leonetti. 300 questionnaires ont été distribués à mes 900 soignants. Enfin, 900 questionnaires ont été distribués, j'en ai recueilli 300 exploitables. Les soignants ne connaissent pas cette loi. Ils confondent tout aujourd'hui. L'euthanasie, le suicide assisté, est-ce que c'est aux soignants de donner la mort ou pas? Ben non, ben oui, puisque c'est des vieux. Ça reste très compliqué. On a continué à faire des formations et on s'aperçoit que quand même, il y a un fléchissement positif. Je voulais vous le communiquer ici. Plus récemment, dans son avis 139 de septembre 2022, eh bien, il y a cette conciliation des 2 principes fondamentaux, le devoir de solidarité envers les personnes les plus vulnérables et le respect de l'autonomie de la personne. Le CCNE considère, je le cite, qu'il existe une voie pour l'application éthique d'une aide active à mourir à certaines conditions strictes avec lesquelles il apparaît inacceptable de transiger. Celles-ci devront allier de manière indissociable un renforcement des mesures de santé publique en faveur des soins palliatifs, de nouveau le serpent de mer, et la prise en compte des repères éthiques majeurs dans les mesures législatives qui seraient prises. La Convention citoyenne de la fin de vie 2023, les participants constatent que le cadre actuel de l'accompagnement de la fin de vie n'est pas adapté aux diverses situations rencontrées et appellent à améliorer l'accès aux soins palliatifs. Je rappelle que la question était, est-ce que la loi actuelle de 2016 peut prendre en compte toutes les situations de fin de vie? Ce n'était pas la peine de faire une convention citoyenne parce que la réponse est non, évidemment. Je vous parle de la casuistique, je vous parle du cas par cas, je vous parle de la loi, et pour tous, il faut laisser suffisamment de jeu dans la loi pour qu'on puisse se l'approprier. Alors ce sujet reste extrêmement clivant, mon collègue de Vannes l'a rappelé, avec d'une part une pression sociétale indéniable qui veut maîtriser sa vie et sa fin de vie au nom de son autonomie, de sa liberté de choisir sa mort, et d'autre part les soignants qui, dans leur majorité, rappellent que leur vocation est de soigner et d'accompagner jusqu'au bout, sans obstination déraisonnable, dans la collégialité, en respectant les directives anticipées quand elles existent. Pour les soignants, le cadre actuel de la loi de 2016 permet de répondre à une grande majorité des situations quand les patients ont accès à des soins de proximité et surtout à un réseau de soins palliatifs, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Je vous rappelle quelques chiffres. Sur les 638 266 décès en France en 2023, 90% ce sont des personnes âgées de plus de 60 ans. Vous avez 800 000 personnes âgées qui n'ont pas de médecin généraliste. Un Français sur 2 qui aurait besoin de soins palliatifs n'y a pas accès. Dans mon hôpital gériatrique, je n'ai que 4 LISP, lits d'identité soins palliatifs. Je n'ai pas d'unité de soins palliatifs. Et je n'ai qu'une demi-équipe de soins palliatifs, équipe mobile de soins palliatifs. Et nous sommes au 5e plan quinquennal. Donc, tout ça interroge, ce sont des tensions éthiques mises à jour entre la société s'emparant de ces questions si singulières et fortes, celles de l'autonomie, du libre choix, des dons d'organes, des fluides ou encore de la PMA, et de la fin de vie, dans un système de santé publique qui est à l'agonie. Qu'en est-il des conditions de mise en œuvre de ces lois ? Qu'en est-il des personnes vulnérables, vulnérabilisées par des soins cognitifs, le grand âge, les situations de handicap ou de pathologie psychiatrique ? Comment d'autres instances s'en emparent, constatant les carences multiples sur le terrain de la déclinaison des actes, des lois censées protéger les plus vulnérables ?
Par une lettre du 5 janvier 2015, la secrétaire d'État chargée de la famille et des personnes âgées et de l'autonomie sollicitait l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur les possibilités évolutives législatives réglementaires des pratiques professionnelles. Et elle disait en particulier sur les personnes vulnérables, les personnes âgées en perte d'autonomie, il fallait à la fois concilier le respect de l'autonomie et l'impératif de protection. Là encore, les entretiens et les recherches menées par la CNCDH ont montré que dans la pratique, les réalités sont encore trop contrastées et loin d'être toujours respectées. Leur consentement ou le refus est encore trop souvent éludé. Je ne parle même pas de l'univers de l'EHPAD, qui est celui du silence, qui ne se rompt si le scandale éclate. Le livre des Fossoyeurs de Victor Castanet, et on est là vraiment dans notre sujet, les deux pôles de la vie, puisqu'il vient de sortir un livre sur les crèches, les tout-petits. À domicile, eh bien, il ne se déploie pas du tout les soins palliatifs. Cette notion de consentement dont je vous ai parlé, qui est inscrite dans les lois de bioéthique, est une notion qui paraît claire comme de l'eau de roche. Il s'agit d'un accord entre deux êtres, celui qui propose et celui qui accepte ou refuse. Car dire oui, c'est aussi pouvoir dire non. Mais cette notion, en réalité, peut être obscure et épaisse, comme l'ombre et la chair de tout être singulier, écrivait la philosophe Geneviève Fraisse en 2007 dans son essai du consentement. Alors, ce consentement Véronique, produit une tension. Vous essayez de conclure ? Oui, je vais tout de suite à la fin. Conclusion. Si la révision des lois de bioéthique est une très bonne nouvelle, tant il est nécessaire d'avoir des boussoles éthiques dans nos métiers de chercheurs, de soignants et de citoyens, on voit bien que ces traductions en pratique se heurtent aux principes de réalité de terrain. Et mon souhait, pour ouvrir des perspectives d'avenir positives, serait que les politiques qui votent les lois entendent et écoutent l'écho des voix des plus vulnérables ou de celles et ceux qui les représentent quand elles ne peuvent plus s'exprimer, et se saisissent des avis du CCNE pour qu'ils ne soient pas uniquement consultatifs, mais incitatifs. Je pense en particulier à l'avis 127 sur les EHPAD, les comparant à des ghettos et des lieux de relégation et de non-droit, et qui n'a été suivi d'aucune loi grand âge. Je vous remercie. Merci. Alors, les questions de vulnérabilité ne concernent pas que le grand âge et la question de la fin de vie. Et donc, je vais passer la parole à Anne Caron-Déglise qui va peut-être nous porter des éléments complémentaires sur d'autres citoyennetés et d'autres classes d'âge. Je vais essayer. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir organisé cette magnifique journée qui, depuis ce matin, nous enrichit beaucoup, y compris dans les échanges que nous avons pu avoir à la pause de midi. Alors, de ma place de magistrat judiciaire, je l'ai rappelé tout à l'heure, et de membre du CCNE, mais aussi de la Commission des droits de l'homme, je voudrais essayer d'ouvrir un peu ce sujet de la place des personnes vulnérables dans les lois de bioéthique. En rappelant d'abord, parce que je crois que c'est important de remettre des mots, que la bioéthique est la conjugaison de deux notions issues du grec ancien. Bios, la vie, pas seulement la biologie, et ethos, en référence à la morale et aux mœurs. Ce terme, initialement très large, a été progressivement délimité aux questions soulevées par l'émergence de nouvelles pratiques médicales à la fin des années 1997. Nous savons que la France structure sa réflexion, joue un rôle pionnier, cela a été dit ce matin, d'abord par la création du CCNE en 1983, puis dans la construction de ce qu'on a appelé un droit français de la bioéthique, au travers de lois successives, 94, 2004, 2011, 2021. Et il a été dit ce matin que ces lois étaient régulièrement réinterrogées transversalement en confrontant la norme juridique aux demandes, aux pratiques, aux progrès, aux évolutions de la science, avec aussi les incertitudes auxquelles sont confrontées à la fois les personnes de terrain, les familles, les décideurs publics, mais aussi les magistrats, je le dis ici, parce qu'être magistrat, c'est bien sûr appliquer des normes, en particulier des normes juridiques, mais c'est aussi les interpréter, avec toute l'épaisseur, bien sûr, de nos expériences singulières, mais nous devons essayer de nous en départir pour ensuite essayer de rendre la décision la plus juste possible, y compris à la Cour de cassation, j'y reviendrai tout à l'heure.
Lors de l'adoption des premières lois dites de bioéthique, le paysage juridique interne et international était très différent d'aujourd'hui, et je pense qu'il faut s'en souvenir. En 1994, en France, le changement de sexe à l'état civil n'était permis que depuis 18 mois. Le mariage était le seul modèle de couple prévu par la loi. Et le mariage, comme l'adoption, était fermé aux couples de même sexe, tout comme l'adoption. Les questions brûlantes et passionnelles liées à la procréation sous la forme d'assistance médicale à la procréation ou de GPA, vous avez abordé la GPA et je vais y revenir, n'avaient pas atteint le même niveau de tension dans lequel elles se trouvent aujourd'hui, avec un rôle croissant donné à la jurisprudence, c'est-à-dire à l'interprétation des textes par les juges, et en particulier par la Cour de cassation et par la Cour européenne des droits de l'homme. Et en ce qui concerne la GPA, là encore j'y reviendrai, la Cour de cassation vient de rendre le 2 octobre dernier plusieurs arrêts d'interprétation des textes. En tout cas, c'est sans doute grâce à la qualité de la préparation du contenu des lois de bioéthique que ces lois successives ont très largement contribué à faire évoluer le Code de la santé publique et le Code civil. Cette méthode contraste avec la manière dont sont traitées d'autres questions intéressant les personnes et la famille, et en particulier les personnes vulnérables. L'encadrement des discussions par l'existence d'une clause de révision, l'organisation de débats publics dans les territoires, et vous en êtes des acteurs, et c'est extrêmement important, mais aussi le rôle essentiel du CCNE, en particulier dans les États généraux, ils sont pour beaucoup, et on aimerait que tous les processus législatifs se passent comme cela, parce que quand nous appliquons, nous, les textes, nous allons rechercher quelle est la volonté du législateur. Quel était l'état d'esprit qui a amené la construction d'un texte dans ces termes-là? Parce qu'un texte amène toujours plusieurs interprétations, et c'est dans son épaisseur, dans les interstices, qu'ensuite nous essayons de faire une adaptation aux situations individuelles. Au-delà des frontières de la France, je crois là aussi important de rappeler plusieurs références essentielles pour prendre la mesure des enjeux de la vulnérabilité dans les lois de bioéthique. Le rapport Belmont de 1979 sur la recherche sur l'être humain et les 4 grands principes éthiques, respect d'autonomie de la personne, bienfaisance, non-malfaisance et justice, parce que ces principes ont été étendus à l'ensemble de la pratique médicale et servent, me semble-t-il, d'ancrage à l'évolution de l'ensemble des textes. La Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme de 2005, et puis la Convention d'Oviedo sur les droits humains et la biomédecine du Conseil de l'Europe de 1997, ratifiée par la France en 2011. Alors que les pratiques sont très diverses au niveau international et européen, un socle commun s'est dégagé en Europe autour de 3 principes communs, qui sont des principes sur lesquels nous faisons peser notre réflexion et qui nous irriguent beaucoup, y compris nous, dans nos décisions judiciaires. La dignité, la liberté et la solidarité, sur lesquels la Convention d'Oviedo s'appuie. Elle est le seul instrument actuellement contraignant au niveau européen et vise à garantir la dignité et les droits fondamentaux de la personne, de toute personne, quelle qu'elle soit, et encore plus si elle est vulnérable. Le droit au respect de la vie privée, ce qui implique la protection des données des personnes qui se prêtent à une recherche, la non-discrimination en raison du patrimoine génétique, la protection des personnes se prêtant à une recherche, même si par ailleurs le principe de la liberté de la recherche scientifique est reconnu, et on voit bien que là, on a forcément des zones de tension, le consentement du patient avant toute intervention clinique, et Véronique a évoqué les difficultés du consentement, j'y reviendrai brièvement tout à l'heure, c'est un des problèmes majeurs de l'application concrète des normes. Et puis, un certain nombre d'autres principes ont été consacrés, comme par exemple l'interdiction de faire du corps humain ou de l'une de ses parties une source de profit. Je réponds à la discussion qui s'est engagée tout à l'heure. Il y a évidemment une discussion fondamentale à avoir. En tout cas, le chemin à parcourir reste important, interminable, diront certains, pour assurer le respect des principes et la cohérence d'ensemble du droit de la santé et de la recherche, mais aussi, et c'est à ce titre-là plus que je m'exprime aujourd'hui, du droit civil des personnes, tant l'émergence de la revendication de l'autodétermination en particulier est puissante, et tant le contexte de mondialisation, de globalisation, de marchandisation, avec ses excès et ses trafics, est présent. Donc toutes les évolutions ne sont pas abouties, et l'adéquation n'est évidemment pas parfaite
entre, d'un côté, certaines constructions du droit des personnes et de la famille, je vais y revenir, et d'un autre côté, les transformations apportées ou amorcées par les lois de bioéthique. De ce point de vue, forcément, des difficultés demeurent, en particulier dans la prise en compte de l'impact et des conséquences juridiques de la transmission génétique, de la binarité des sexes et de la considération spécifique de l'état ou de la situation de vulnérabilité des personnes. Donc, parler des personnes vulnérables dans les lois de bioéthique, vous le comprendrez, c'est extrêmement compliqué, puisque nous avons tous ces paramètres à prendre en compte, avec en plus, là encore j'y reviendrai, parfois un inaboutissement du processus de discussion autour de ce que sont les lois de bioéthique, mais de ce qu'est aussi le droit des personnes, c'est-à-dire le droit civil. Et cette absence de connexion entre ces deux branches pose évidemment un certain nombre de difficultés, de complexités, parce que nous n'avons pas tout simplement les mêmes mots. Et donc, par exemple, quand on évoque le consentement, je ne suis pas sûre qu'on parle absolument de la même chose. Alors, si vous voulez bien, c'est en deux temps que je vais vous proposer une réflexion. D'abord, pour vous dire combien les lois de bioéthique, me semble-t-il, ont apporté aux droits fondamentaux des personnes, quelles que soient ces personnes, et en particulier des personnes vulnérables, dans le droit commun. Parce qu'en général, ce que demandent les personnes vulnérables, qu'elles soient âgées, qu'elles soient en situation de handicap, qu'on soit dans une situation de minorité, c'est qu'on vous applique le droit commun, le même droit qu'à tout le monde, et pas qu'on vous considère comme des catégories à part. Et bien, de ce point de vue, je pense qu'on peut dire que les lois de bioéthique ont apporté, ont renforcé le droit commun. D'abord, dans le Code civil, la loi de 1994, je ne vais pas vous faire tout un panorama, mais la loi de 1994, puis la loi de 2011, puis la loi de 2020 en dernier lieu, ont protégé la primauté de la personne, sa dignité, le respect du corps humain dès le commencement de la vie. Ces lois ont prohibé l'eugénisme et les GPA, posé le principe jusqu'à présent de l'anonymat du don, énoncé les règles de nécessité et de consentement en matière médicale, et encadrer le recours aux examens génétiques et aux techniques d'imagerie cérébrale. Cette question de l'encadrement est une question essentielle. Et donc, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de l'encadrement. Est-ce que c'est un encadrement technique pour les acteurs ? Est-ce que c'est un encadrement qui a un souffle beaucoup plus puissant et qui y met un certain nombre de principes que j'ai essayé de vous rappeler tout à l'heure ? En tout cas, ces évolutions ont été majeures si l'on considère que le Code de 1804 considérait très peu le corps humain lui-même. Et il ne traitait lui-même que de la jouissance des droits civils, pardon, c'est de la technique, mais le corps humain n'avait pas véritablement d'importance. Au fond, on peut dire, je crois, que ce sont un certain nombre de droits fondamentaux qui ont trouvé une place dans le Code civil, poursuivant le mouvement entamé par, en particulier, le principe de respect de la vie privée intégré à l'article 9 du Code civil. La restructuration posée par les lois de bioéthique s'est poursuivie en 2021 et ça a été dit ce matin, mais je vais le dire autrement, le législateur est allé jusqu'à modifier un monument du droit français, le mariage, qui était resté pratiquement inchangé entre 1804 et 2013. La loi de 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a ouvert la voie de l'égalité des filiations. Elle avait déjà été ouverte dans notre Code civil, mais les lois de bioéthique, en ouvrant une autre possibilité de filiation avec l'AMP dans les couples de femmes ou pour les femmes seules, ouvrent un autre mode de filiation. Dans le Code de la santé, alors qui pose des tas de problèmes, certains ont été évoqués tout à l'heure. Je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui qu'il y a une déconnexion totale entre la filiation et le sexe. Éventuellement, des questions seront posées tout à l'heure. C'est un peu technique, mais ce qui a été dit tout à l'heure par, pardon, j'ai oublié son nom, mais voilà, Madame Rive, c'est ça, par Madame Rive, me paraît être un regard de médecin et pas un regard de juriste. Donc je pense que ça, c'est une difficulté. Il n'y a pas de déconnexion du sexe. En revanche, il y a effectivement un certain nombre de questions posées par l'évolution de l'AMP. Dans le Code de la santé, on voit qu'un certain nombre de droits fondamentaux ont été consacrés dans l'amélioration de l'accès aux dons, dans le respect en principe mieux garanti du consentement éclairé. Je dis en principe parce que je me méfie toujours de l'application pratique des principes pour voir ce que ça donne parfois en termes de recours. Et puis, la loi de 2021, je vais rapidement, a tenu compte, mais je trouve timidement, des difficultés liées à la prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital, des intersexes,
avec un résultat qui est discutable. Et vous voyez bien que dans la considération de la vulnérabilité, on est aussi obligé de voir la situation des enfants et pas seulement des adultes. Cette loi de 2021 laisse entière un certain nombre de questions fondamentales parce que bien souvent, on a essayé, dans ces lois de bioéthique, me semble-t-il, d'intégrer dans le droit les progrès scientifiques pour essayer de respecter l'éthique sans bouleverser les principes du droit civil. Mais pour autant, si ces avancées scientifiques permettent aux juristes de mieux comprendre, notamment aux juristes de mieux comprendre, notamment les évolutions constatées dans la modification de certaines données biologiques, qui fondaient jusqu'à présent des constructions sociales, et je pense en particulier à la famille, à la filiation. Pour autant, nous avons des questions fondamentales, notamment sur la question du genre, sur la question de la transmission génétique et sur la binarité des sexes, qui sont des questions absolument fondamentales aujourd'hui. Alors, les enjeux propres aux personnages étaient sur le droit commun général. Les enjeux propres aux personnes vulnérables et aux situations de vulnérabilité, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Véronique Lefebvre-Denouette tout à l'heure. La question de la vulnérabilité est une notion extrêmement complexe, très difficile à appréhender dans toutes ses dimensions. Pour ce qui concerne l'état de vulnérabilité, qui est aujourd'hui très largement contesté, puisqu'il tend à assigner un état à une personne, et évidemment que ça pose difficulté, je ne vais pas m'étendre plus, sauf pour dire que le droit l'a prise en compte pour protéger les personnes qu'il considérait comme les plus vulnérables en raison de leur état, mais au sens juridique du terme. Et l'état, c'est quoi? C'est l'état de minorité ou l'état de majorité. Et donc le fait d'être mineur, c'est une situation de vulnérabilité plus importante que le fait d'être majeur. Et chez les majeurs, la question de l'état, elle est attribuée à la question de la protection des majeurs juridiquement protégés, c'est-à-dire ceux pour lesquels il est considéré qu'ils présentent une altération de leurs facultés personnelles. Et vous voyez bien que cette expression même d'altération des facultés personnelles pose difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment l'évalue-t-on? Comment l'apprécie-t-on? Et aujourd'hui, nous en sommes arrivés au point de dire que pour l'apprécier, il faut évidemment l'apprécier en situation, et jamais en fonction de l'âge, de l'état, du handicap et des difficultés éventuellement rencontrées. C'est en fonction de l'environnement, du fonctionnement de la personne. Mais surtout, la Cour de cassation a, dans un rapport qui est maintenant ancien, qui est un rapport de 2009, essayé de comprendre ce qu'est la situation de vulnérabilité, de manière à mieux protéger les droits des personnes les plus vulnérables, en dehors des mineurs, pour lesquels c'est une évidence. Pour les adultes, la Cour de cassation a considéré que, en réalité, les personnes vulnérables sont les personnes qui sont placées dans une, et je cite, dans une situation pathologique ou hors norme, et qui sont hors des standards ou en deçà des standards de référence, ce qui ne leur permet pas ni d'exercer leurs droits et leurs libertés, et moins encore de les défendre. Et c'est en fonction de ces principes qu'il existe des régimes de protection des majeurs. Alors je vais vous donner, pour terminer, 2 exemples qui me semblent importants d'avoir en tête dans nos discussions sur la place des personnes vulnérables dans les lois de bioéthique. C'est d'abord la question de la procréation. La question de la procréation et l'accès aux technologies disponibles, que ce soit la PMA ou la GPA, puisqu'on sent que toujours derrière, il y a cette question de la GPA, n'est pas qu'une question de droit des parents. Elle est aussi une question de droit de l'enfant. Et donc, ça nous amène à nous interroger sur ce qu'est aujourd'hui l'intérêt de l'enfant. Je voudrais rappeler que les lois de bioéthique ont évolué, puisque en 1994, le principe était le principe de l'interdiction de la gestation pour autrui, avec l'introduction dans le Code civil d'un article 16-7 qui prohibe toute convention portant sur la procréation, j'insiste, procréation ou gestation pour le compte d'autrui. Vous voyez bien que les termes, là, nous amènent aussi à réfléchir sur la procréation pour autrui, si on regarde la terminologie du Code civil. Disposition qui est d'ordre public et qui est justifiée par le principe d'atteinte au respect de la dignité humaine et de l'indisponibilité du corps humain, qui existe encore, est doublée de sanctions pénales. Donc si l'on veut pouvoir donner des traductions
à toutes les tensions sociétales, éthiques, de compréhension des textes, il va falloir qu'on s'attaque là aussi à ce que disent les textes. Ça, c'est la loi de 1994, mais les textes que je vous cite sont encore d'actualité. La dernière loi de bioéthique, donc du 2 août 2021, a fait évoluer un certain nombre de questions, et son premier titre a un intitulé très intéressant qui est le suivant: « Élargir l'accès aux technologies disponibles sans s'affranchir de nos principes éthiques ». Ce premier titre regroupe les questions de l'ouverture à l'assistance médicale à la procréation, à ses incidences sur la filiation, et ça, il va falloir évidemment que nous en parlions, aux dons de gamètes, à l'accès aux origines. Et ce texte a encore renforcé l'interdiction de la GPA, notamment par une modification, je ne vais pas être trop technique, mais de l'article 47 du Code civil, puisque vous savez que la Cour de cassation avait admis la transcription des actes d'état civil des enfants nés de GPA à l'étranger, en disant mais ce n'est pas la responsabilité des enfants. Une fois que les enfants arrivent sur le territoire national, il faut que ces enfants se voient reconnaître une identité. La Cour de cassation a été censurée, on peut le dire comme ça, alors qu'elle avait tout de même interrogé la Cour européenne des droits de l'homme, mais elle a été censurée par cette loi de bioéthique de 2021 qui, par amendement, a inséré des dispositions à l'article 47 du Code civil en considérant qu'on ne pouvait pas, dans l'ordre français, admettre une GPA qui est interdite, qui peut faire l'objet de poursuites pénales, même si elle a été pratiquée dans des pays qui l'acceptent. Pour l'instant, nous n'avons pas de texte contraignant sur la GPA. Elle est tolérée ou reconnue dans un certain nombre d'États, et pourtant elle pose des questions juridiques et éthiques absolument fondamentales. Je ne vais pas m'étendre sur les multiples avis qu'a donné le CCNE, mais je pourrais dire aujourd'hui tout de même deux choses. D'une part, la Cour européenne des droits de l'homme, dans un avis de 2019, a laissé aux États, et en particulier à la France, une marge d'appréciation importante pour déterminer comment il fallait reconnaître ou pas la filiation des enfants nés à l'étranger dans le cadre d'une pratique illicite, puisqu'elle n'est pas reconnue en France. Deuxième observation, la France, dans des arrêts récents de la Cour de cassation, 2 octobre 2024, s'est posé plusieurs questions, dont la question de la vulnérabilité d'un certain nombre des personnes impliquées dans les contrats de GPA. Première personne, la mère porteuse. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est une vraie question. Deuxième question, l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant qu'on a tendance à considérer comme étant celui de l'intérêt de ses parents, au nom du projet parental. Et parents qu'on appelle parents, alors que jusqu'à ce qu'ils soient reconnus, ils ne sont que des parents d'intention. Donc on a un vrai sujet sur cette question. La Cour de cassation en a fait un paragraphe de l'un de ses arrêts du 2 octobre 2024, rendu sur mon avis qui allait dans ce sens, parce que il nous faut vraiment, et je crois qu'il nous faut réfléchir fondamentalement à ces questions, prendre garde à ne pas caricaturer l'intérêt de l'enfant, d'autant plus qu'il ne pourra prendre la parole que bien plus tard, lorsqu'il sera adulte, lorsqu'il cherchera à connaître son histoire et ses origines, ce qui est un droit fondamental pour lui. Or, nous avons tendance aujourd'hui à nous placer du côté de l'intérêt des adultes. Autre exemple, la binarité des sexes. Elle n'est pas remise en cause dans les lois de bioéthique. Elle y est admise comme une contrainte dans laquelle des modifications doivent s'inscrire sans se départir de la cohérence de l'ensemble et du respect des droits fondamentaux. Et pourtant, je vous rappelle tout de même que la Cour européenne des droits de l'homme, dans une affaire dans laquelle elle a, pour des questions de procédure, déclaré une requête dirigée contre la France irrecevable, a tout de même rappelé, et nous devons, me semble-t-il, nous en inspirer aussi bien pour les intersexes que plus globalement. Elle a tout de même rappelé que certains actes médicaux graves réalisés sans nécessité thérapeutique et sans consentement éclairé peuvent constituer des traitements relevant de l'article 3 de la Convention, interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Vous voyez comme ça peut être très violent dans nos pratiques et dans l'ensemble des questions que nous nous posons. Donc là, en l'occurrence, la Cour européenne des droits de l'homme, merci Gilles, je voyais, c'est ma dernière, merci, n'a pas condamné la France, mais elle pose quand même plusieurs questions. Hein. C'est l'intervention d'un traitement médical sans consentement éclairé, donc
Posons-nous la question. Et deuxième question, assimilable à un traitement inhumain ou dégradant. Alors, dernier point que je voulais aborder avec vous, cette fois-ci au regard des personnes juridiquement protégées en raison de leur vulnérabilité particulière liée à la difficulté de comprendre l'information qu'on leur donne. Ça a été évoqué tout à l'heure, la question de l'information, qui permet de dire que le consentement est éclairé. Ça n'est pas seulement la question de donner une information et de faire signer un document. C'est de vraiment s'assurer que cette information a été donnée selon des modes adaptés à la compréhension de la personne, éventuellement assistée d'une personne de confiance, non pas au sens de personne de confiance de la fin de vie, mais personne de confiance telle qu'elle a aussi été comprise dans la loi de 2015 d'adaptation de la société au vieillissement, qui est là pour soutenir la personne dans la compréhension de ce qui se passe pour elle. Et donc, si l'on comprend ce consentement dans ce sens, probablement que nous réussirons à davantage soutenir les droits des personnes les plus vulnérables. Deuxième observation, nous savons qu'il existe des zones grises extrêmement importantes. Zones grises dont les solutions ne se trouvent pas dans les textes. Parce que parfois, le Code civil et le Code de la santé, voire le Code de l'action sociale et des familles, ne sont pas convergents. Parce que parfois aussi, l'accompagnement des personnes les plus vulnérables est un accompagnement qui prend du temps. Or, la demande de réception d'un consentement, elle est malheureusement trop souvent faite une fois pour toutes, et pas dans des temporalités différentes. Et on voit bien pourquoi, comment c'est compliqué, comment ça demande bien sûr du temps, ça demande des ressources humaines, ça demande des organisations. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'en est un aussi sur les questions de l'accompagnement de la fin de la vie, bien évidemment. Alors, au bénéfice de toutes ces observations, je m'arrête là en disant que les personnes vulnérables dans les lois de bioéthique, bien sûr, ont été prises en compte. Je crois que c'est important de le dire et de le redire au bénéfice de l'ensemble des débats qui ont eu lieu sur les territoires et dans des instances nationales. Mais il faut aller au-delà, parce qu'il ne s'agit pas que des lois de bioéthique, il s'agit non seulement d'une conception de la société, des droits fondamentaux, mais aussi d'une conception de ce que sont les droits de la personne et de la personne vulnérable, qu'elle soit enfant ou adulte, dans notre Code civil. Or, vous savez bien que les juristes que nous sommes plutôt considérés comme des enquiquineurs que comme des personnes qui pouvons essayer d'alimenter la réflexion, simplement en termes de droits, mais pas de droits obligations supplémentaires à laquelle il faudrait répondre, mais de droits en tant que cela irrigue les questionnements éthiques. Et en tant que les questionnements éthiques, vous le voyez bien, irriguent aussi la réflexion de ceux qui interprètent la loi. Je vous ai cité les décisions récentes de la Cour de cassation en matière de GPA. Je peux vous dire que l'ensemble des réflexions éthiques sur la GPA a été convoqué dans cette discussion, parce que la loi ne répond pas à tout. Voilà, je vous remercie et j'attends avec impatience vos questions. Merci Anne. Bravo. On va passer la parole à Gilles, mais juste un petit interlude pour faire le lien avec le médical. Il est bon d'entendre les juristes nous rappeler effectivement qu'il y a des droits fondamentaux à respecter pour les personnes vulnérables. Il est bon aussi d'entendre qu'il y a des éléments importants, comme les termes de torture et violence qui sont posés. Pourquoi ? Parce que, premièrement, c'est pas si simple que ça a mis en œuvre, vous l'avez dit, et que le soignant est baigné d'un leitmotiv éthique qui est au nom de la perte d'autonomie, on agirait au nom de la bienfaisance. Et que finalement, je crois qu'il y a beaucoup de pratiques de soins qui nous ont baignés en disant finalement, puisqu'on agit au nom de la bienfaisance, l'autonomie, c'est pas grave, on l'oublie. Une forme de quand même néo-paternalisme, d'accord. Donc, je pense qu'il faut toujours reposer la question de la mobilisation de l'autonomie résiduelle chez ces personnes parce qu'elle existe, quoi. Et ça, c'est important. Le deuxième point, je pars à une autre catégorie d'âge. Si mes collègues d'AMP étaient dans la salle où il y a des sages-femmes, peu importe, elles vous diraient que c'est quand même un peu surprenant dans les pratiques, que la question de l'enfant soit remise entre les mains des professionnels de santé. Et du coup, comment interprètent-ils cette intention louable du droit alors qu'ils n'ont pas les éléments et peut-être pas la mission, c'est peut-être pas leur mission que de déterminer la question de quel est l'intérêt de l'enfant. En PMA, a-t-on le droit de dire qu'un couple va procréer ou pas ? Ça peut aller jusque-là. Non, j'ai pas dit ça, mais je dis que c'est ce qui se pose dans les services. Et que du coup, entre cette intentionnalité de l'intérêt de l'enfant, des fois on nous dit mais il y a discrimination, ça veut dire qu'on interdirait des couples de procréer. Donc je veux pas que le débat soit mais pour dire qu'il est très louable qu'on ait ce débat-là. Parce que là aussi, c'est le même débat que tout à l'heure, entre l'intention du droit et la déclinaison dans les pratiques, l'effecteur, c'est le soignant. Oui. Et moi, personnellement, des fois, je suis un peu étonné. Alors, je vais un peu exagérer.
Madame l'avocate générale, mais des fois je me demande dans quelle mesure ce ne devrait pas être au juge. Mais, ou à une décision collégiale, ou à des instances, mais tous ces grands principes, voilà, tous ces grands principes qui sont louables, la question c'est qui en est l'effecteur. D'où ma question sur l'arbitrage tout à l'heure, parce que j'ai absolument conscience que c'est très facile de venir dire voilà quelles sont les règles, voilà quels sont les principes que dans une société idéale il faudrait respecter, notamment la question de l'intérêt de l'enfant. Mais en fait, nous avons tous des éléments de réponse. Personne n'a la réponse absolue. Si ce n'est que nous, à la fin, on se retrouve plusieurs années après à devoir prendre des décisions, mais comme vous devez prendre des décisions, pas plusieurs années après, mais à un moment donné, et là, on voit toute notre impuissance, toutes nos incertitudes, avec cette différence entre vous et nous, c'est que nous devons motiver nos décisions. Et donc, motiver nos décisions, parfois, je peux vous assurer, motiver, c'est-à-dire expliquer pourquoi on a pris une décision, à partir de quel principe. Et ça, c'est extrêmement difficile, torturant parfois. Et donc, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis pour une collégialité qui soit ouverte à des non-médecins, dont des juristes, des philosophes, des éthiciens, etc. Après, comment on l'a fait fonctionner? Parce qu'il ne s'agit pas de créer un bidule. Hein, mais évidemment qu'il faut absolument partager tous ces éléments. Pardon, Gilles. Alors maintenant, comme nous avons le spécialiste quand même de la protection des personnes en situation de vulnérabilité, des majeurs protégés, avec Anne certes, mais quand même, hein, Gilles, tu ne vas pas renier ta compétence. On va te passer la parole sur ce sujet. Merci beaucoup. Je ne sais pas trop si... combien, 2 minutes tu me laisses? Non, ça va. Ça va. Tu peux prendre le quart d'heure. Non, mais c'est parce que, comme vous n'avez pas eu de pause, un quart d'heure, pas vous torturer. Un quart d'heure. Alors en fait, oui, quand on parle de protection juridique des majeurs, la matière est de plus en plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'on va dire qu'elle est de plus en plus humaniste, tout simplement. Alors si on veut dire les choses assez simplement, on dirait qu'aujourd'hui, les mesures de protection juridique, il ne faut pas les réduire à une seule technique juridique. En 1804, on avait 2 mesures, l'interdiction et le conseil. Et vous voyez, quand il y avait le mot interdiction, on ne retirait pas tous les droits à une personne. Voilà. Le conseil, il y avait de l'assistance. Aujourd'hui, il y a tutelle, curatelle, c'est les 2 mesures les plus répandues. Beaucoup s'imaginent qu'en tutelle, la personne est complètement dépossédée, qu'elle ne décide rien. Voilà, qu'elle est toujours représentée. Et qu'en curatelle, elle est toujours assistée. Je me souviens avoir écrit au président du CCNE pendant la pandémie. Je lui ai envoyé mon texte sur le commentaire de l'ordonnance du 11 mars 2020. Et voilà, je m'étonnais de cette période où on vaccinait les personnes les plus vulnérables en disant « vous êtes en tutelle, c'est le tuteur qui signe pour la vaccination ». Vous êtes en curatelle, il y a de l'assistance. Et moi, je voyais ça un peu partout, et ça m'agaçait terriblement de voir cela. Alors, n'oublions pas notre débat, les lois bioéthiques et quid de la protection juridique des majeurs. Je vais vous parler quand même qu'il y a une évolution, évidemment, de la protection juridique des majeurs, d'un mot. Mais les lois bioéthiques, au début, elles ont à peine effleuré le sujet. La loi de 1994, silence absolu. Par contre, la loi du 6 août 2004, elle a posé un très grand nombre d'interdits. Il y a eu un très bel article au Dalloz en 2005 par Frédéric Dreyfus-Netter, voilà, qui était membre du CCNE, hein, qui était une sacrée personnalité, hein. Oui, il faut le dire. Et donc, elle a écrit un très beau texte sur, finalement, tous les interdits qu'il y avait contre les personnes protégées. Et alors, c'était l'époque où, quand on posait des interdits, c'était pas facile, parce que ça visait toutes les personnes protégées. Pas seulement tutelle, curatelle, mais aussi, à cette époque, là, on est en 2004, la sauvegarde de justice. Et ces textes se sont appliqués encore quand il y a eu le mandat de protection future, parce qu'on avait la personne de majeur protégé. Et grosse difficulté pour les médecins, parce que vous ne pouvez pas savoir si c'est un majeur protégé. Quand c'est tutelle, curatelle, il y a une mention RC dans l'acte de naissance, mais je sais que très peu parmi vous même ne savent qu'il est possible de demander un extrait d'acte de naissance. Je ne parle pas de la copie de l'acte intégral, mais un extrait d'acte de naissance. Tout le monde s'imagine que demander un extrait d'acte de naissance, c'est attentatoire à la vie privée. Pas du tout. Les extraits d'actes de naissance doivent circuler. Les mentions, les mesures de protection juridique font l'objet d'une mention en marge. Et le doyen Carboni, en 68, a bien voulu qu'il y ait une espèce de dosage. Il dit, on va faire une publicité en zigzag, c'est sa formule. D'un côté, il y a la sécurité juridique des tiers. Il faut informer
tous celles et ceux qui veulent contracter avec les personnes protégées, pas seulement le garagiste, mais aussi l'hôpital. Et puis, voilà, il y a la question du respect de la famille. Les familles ne veulent pas, je reprends la formule de Doyen Carbonnier, crier sur les toits qu'on a une personne en tutelle ou en curatelle. Donc on a une loi de 2004 qui interdit à tout le monde. Il faut savoir que derrière ces textes, il y a des sanctions pénales. Voilà. C'est pas moi qui ai posé les textes, c'est le législateur. Donc quand vous aviez le prélèvement de sang d'un majeur en sauvegarde de justice ou en mandat de protection future, c'est quand même une grave infraction pénale. Heureusement que ces textes ont été modifiés il n'y a pas longtemps. Et c'est assez extravagant parce que le législateur ne se rend pas compte, quand il prend des textes aussi sévères, qu'ils sont complètement inapplicables. Voilà. Quand on va dans un établissement français du sang et qu'on lit leurs documents et on est sur l'attestation, j'atteste que je ne suis pas en tutelle ou en curatelle. Mais ça ne suffit pas, il n'y a pas que ces 2 mesures, il y en a 5. Il y a les habitations familiales, il y a le mandat de protection future lorsqu'il a pris effet, il y a la sauvegarde de justice. Et les autres alors? Et ça ne suffit pas, la déclaration, il faut aller le vérifier. Bon, quoi qu'il en soit, heureusement, tout a changé depuis 2021. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2021 ? En 2021, on a 2 changements dans la législation qui se font à peu près au même moment. D'abord, il y a la loi du 23 mars 2019 qui va être suivie d'une ordonnance, et le 11 mars 2020, on va essayer, alors vous avez fait énormément, on va essayer d'harmoniser le code civil et le code de la santé publique. Et puis, la loi du 2 août 2021 va suivre finalement ce même mouvement. On a aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, 64 fois dans le Code de la santé publique, cette formule, mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Alors, ce n'est pas une nouvelle mesure. C'est une modalité des mesures les plus graves que sont les tutelles et les habilitations familiales avec représentation. Soit il n'y a pas cette modalité, et donc le mot d'ordre est simple, c'est le droit commun. C'est le droit commun. Alors, est-ce que le droit commun est suffisant? Est-ce que c'est un patient qui va pouvoir s'exprimer? On va se retrouver avec des situations où on a une personne très âgée qui ne peut pas s'exprimer. C'est le droit commun, on va essayer d'avoir une mesure, c'est le problème de la temporalité, d'obtenir une mesure. Voilà. Soit, dans le cabinet du juge, il y avait le certificat médical circonstancié, ou au moment de la révision, pas celui seulement de l'ouverture, et on se dit, à un moment donné, la personne ne va plus pouvoir s'exprimer. Et donc cette personne très vulnérable, où on est dans une tutelle à la personne, où on est dans une habilitation familiale générale avec représentation, on va mettre le degré le plus haut de « avec représentation relative à la personne ». Dans le jugement, ça doit se traduire par un dispositif qui vise l'article 459 alinéa 2. Donc ça veut dire quand même que d'un point de vue pratique, il ne suffit pas de demander la mesure, il faut savoir quelle est la modalité de la mesure, et puis ensuite, il faut s'assurer que dans le jugement, ça a bien été motivé par le juge. Je ne dis pas que c'est évident, y compris pour les juges, mais en tout cas, ça fait bientôt 5 ans, en tout cas 4, que c'est en vigueur, 1er octobre 2020. Quand on a ce type de mesure, qu'est-ce que ça change ? Dans la vie de tous les jours, ça ne devrait rien changer. On doit toujours rechercher le consentement de la personne. Et c'est seulement si elle ne peut pas s'exprimer seule qu'à ce moment-là, on voit avec le protecteur, est-ce qu'avec vous, elle va pouvoir manifester son consentement ? Et si le protecteur ne parvient pas à lui permettre de manifester son consentement, à ce moment-là, c'est le tuteur ou la personne habilitée qui prend la responsabilité de l'autorisation de l'acte. Certains consentements ne peuvent pas être donnés pour autrui. Il y a certains actes qui sont interdits. Et c'est là que j'y viens. Dans la loi bioéthique et déjà quand même dans l'ordonnance du 11 mars 2020, on a interdit un certain nombre de décisions. Le don du sang, le don d'organes, le don du corps à la science. Voilà, pour ne retenir que ces 3 éléments-là. Quand il y a ces actes les plus graves, ce n'est pas possible. Donc vous voyez, ça a beaucoup changé depuis 2021. Maintenant, ce n'est plus tous les majeurs protégés, il y en a 1 million à peu près. Ce n'est pas tous les majeurs protégés.
auxquels il y a des interdits de protection. Les interdits de protection sont réduits à une population des personnes les plus vulnérables parmi celles qui sont protégées. Donc clairement, voilà, quand on est à côté d'Anne Caron d'Église qui porte cet idéal depuis de nombreuses années, et je ne le dis pas parce que vous êtes à côté de moi, mes étudiants peuvent en témoigner, vous êtes dans tous mes cours. Mais c'est pas seulement avoir un idéal et puis le partager dans des instances avec des intellectuels dans les sociétés savantes, c'est aussi porter avec force des interprétations à la Cour de cassation, et c'est pas facile. Mais c'est aussi aller dans tous les ministères pour que le sujet vive et que les gens dans les ministères se parlent et parlent la même langue, ce qui est loin d'être facile aujourd'hui en France. Eh bien, voilà, quand vous avez cette notion qui est un peu compliquée, mais voilà, derrière, il y a un grand humaniste. C'est toujours faire en sorte que la personne, même la plus vulnérable, il faut d'abord s'adresser à elle, la regarder, lui parler et essayer de voir si on arrive à tisser du lien avec elle. Voilà. Et ce paternalisme qui n'est pas complètement absent, mais c'est le législateur qui le décide, parfois certains actes les plus graves. Eh bien non, on ne pourra pas les faire. C'est pas nous qui l'avons décidé, cela, hein, parce que c'est la loi. Enfin voilà, la loi, c'est quand même l'expression de la volonté générale. La question ensuite des sanctions pénales, il faut le dire, parce que nous, on est juriste, donc évidemment, on vous le dit. Je suis pas sûr qu'il y ait une effectivité de loi pénale et que le procureur de la République est véritablement sain à l'esprit. Mais cette question, en tout cas, de l'équilibre entre les deux, voilà, on le réinterrogera, je pense. On le réinterrogera parce qu'il faut aussi que cet idéal soit effectif. C'est vrai, je pense que c'est aussi important quand on forme les juges des tutelles, quand on forme les médecins, quand on forme un certain nombre de professionnels qui ont fait 8-10 ans d'études, on se dit au bout d'un moment, est-ce que c'est quand même possible que ça soit applicable ? Voilà. Et là, tu me posais la question pour les CDC. Hein, on avait ce Zoom l'autre jour où je... CDC, c'est Centre des dents du corps. Centre des dents du corps, voilà, et je disais cela. Voilà, je disais cela. Il va falloir que vous vérifiez si quand même la personne qui manifeste son consentement à son don du corps, si elle n'a pas une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Bon, vous voyez, il m'a fallu 10 minutes pour vous l'expliquer. Là, je n'avais pas 10 minutes pour l'expliquer. Donc, évidemment, lever de bouclier, non, c'est trop compliqué, non, on ne le fera pas, c'est quoi le mot qui permet de s'assurer qu'on ne le fait pas, voilà. Et si on ne le faisait pas, c'est pas grave. Bon, la loi est comme ça. Je comprends qu'il faille un peu de temps pour l'assimiler, mais c'est ainsi. Ça fait 4 ans que ces textes sont ainsi faits. Alors, maintenant, Grégoire, pour te rassurer, tu me disais, est-ce qu'il faut vérifier que la personne n'est pas en mesure de protection juridique relative à la protection de sa personne jusqu'à la fin de sa vie? Non, c'est juste au moment où elle donne son consentement. Donc elle donne son consentement aujourd'hui, en 2024. Il y a une mesure qui est prise dans 7 ans. Il y a une mesure de protection juridique relative à la personne qui est prise dans 10 ans. Elle décède dans 15 ans. On peut se fonder sur cet acte-là. On peut se fonder sur cet acte-là. Je te dis en droit. Après, comme dirait Gérald Viquenel, en éthique et en responsabilité, que fait un bon praticien après raisonnement éthique? Ça, chacun de vous a sa conscience. Alors Gilles, en pratique, bravo, merci. Merci votre trio, là, tous ensemble. Quand même, quand on est acteur et observateur des pratiques, il faudrait que tout le monde vous entende. Du soignant de terrain jusqu'au directeur d'établissement, parce que ces notions sont méconnues. Vous appelez un administrateur de garde hospitalier, il n'y connaît rien à ce que vous venez de dire. La pratique est totalement différente de ce que vous dites. La pratique, c'est un patient est sous tutelle. On a la vision globalisante de il ne peut plus rien. Ça, c'est le premier pas. Donc, on va faire des soins sans recherche de consentement. Et puis, il y a le deuxième paradoxe, qui est quand il n'y a pas de mesure de protection, on fait signer des consentements alors que ces personnes devraient peut-être être sous mesure de protection et la temporalité ne le permet pas. Parce que la mise en place d'une mesure de protection, même si tout le monde fait des efforts, ça prend des mois. Et donc, effectivement, c'est là, donc tu évoquais Gérald, je ne sais pas pourquoi, mais on va réévoquer Gérald. Effectivement, il va y avoir une temporalité de l'action et de l'éthique au quotidien et d'argumenter dans son dossier de soins, dans son argumentation médicale, pourquoi on a agi en l'espèce, alors que le cadre juridique n'était peut-être pas encore adapté. Je pense que c'est ça le deal pour les professionnels. Mais moi, je retiens surtout le premier volet. Il y a énormément de patients, et ça nous remonte quotidiennement,
qui, sous prétexte qu'ils sont sous tutelle, se voient pourvus de toute démarche d'information et de consentement dans les services de soins. C'est un problème national majeur, d'accord ? Et ça, notre journée, je ne sais pas si elle y contribuera, mais partout ailleurs, il faut en parler. Et puis, on va faire écho à nos amis et ennemis intimes de l'espace éthique Île-de-France. Les mots qui ont été posés d'assentiment, voilà, du coup, ont du sens. C'est-à-dire de déjudiciariser l'affaire, si je puis me permettre, en abandonnant peut-être le mot de consentement, c'est de la sémantique, mais pour dire que c'est des dimensions relationnelles, que c'est de l'information qu'il faut donner, c'est de la compréhension, et que derrière, on abandonne une bonne fois pour toutes dans certaines pratiques le consentement signé pour se décharger. Et ça, sur les admissions en EHPAD, je pense qu'il y aurait un travail national à faire en disant l'admission en EHPAD ne peut plus être conditionnée à une signature qui est extorquée. Voilà. Il faut le dire une bonne fois pour toutes. Et puis, si on va dans le corollaire qui est mon domaine, et c'est pour rejoindre un procureur ou une procureure de la République, quand même, non mais je dis ce que je fréquente moi, quand il y a une affaire en responsabilité médicale, heureusement que vos collègues magistrats ne regardent pas que le document signé et nous demandent, moi en tant qu'expert, de regarder tout le processus informatif, le déroulé du temps de consultation, le nombre de patients ont été vus, éventuellement l'information des proches avec l'assentiment du patient, la qualité de la lettre écrite au médecin traitant et remise au patient, ça rassure aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi une évolution des processus informatifs aujourd'hui qui sont en performance par rapport à ce que vous avez dit. Juste sur ce dernier exemple, ça démontre bien à quel point aujourd'hui les autorités judiciaires prennent en compte les avis de la pratique, prennent en compte en particulier le fait que le consentement n'est pas un consentement donné à un instant T et éclairé au regard des principes qu'on a appris, nous, sur la connaissance totale de l'information pour que la personne puisse se projeter et ensuite accepter dans un processus qui engage sa responsabilité, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne le peuvent pas. Donc on est déjà sur un consentement tel que décrit par le CCNE, un consentement qui est un processus. D'où ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une tension avec application éventuellement d'une règle pénale, la recherche de ce qui s'est réellement passé. Et c'est ça qui permet de dédramatiser les situations. Alors de les dédramatiser du point de vue judiciaire, mais certainement pas du point de vue du ressenti des équipes. Et ça, je crois qu'il faut absolument que nous l'entendions. C'est-à-dire qu'il y a une acculturation à faire de part et d'autre. Quelles sont les règles? Pourquoi ces règles ont été prises comme ça? Comment peuvent-elles évoluer? De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que tout de même la question du recueil, du consentement, ou à tout le moins de l'assentiment, ou à tout le moins de l'absence de refus, est véritablement faite dans tous les cas? Vous avez parlé des EHPAD, on pourrait parler d'autres situations. On peut aussi avoir des craintes sur un certain nombre d'évolutions législatives et par exemple sur la question de la fin de vie, le fait de ne pas avoir complètement intégré la question des personnes protégées. Je ne vais parler que d'elles. C'est un vrai sujet parce qu'il y a énormément de non-dits sur cette question et il est extrêmement important qu'on conçoive qu'il y a une vulnérabilité qui est objectivable, plus qu'une vulnérabilité générale qui est la confrontation de nous tous à la maladie, à la fin de vie, aux difficultés que nous pouvons rencontrer. Donc en tout cas, bien sûr qu'il faut sortir des représentations que nous avons les uns et les autres et de la loi dans ce qu'elle ne dit pas. Le consentement, ça n'est pas figé et ça n'est certainement pas une croix en bas d'un formulaire de 4 pages que personne n'a expliqué, ni à la personne elle-même, ni à ceux qui peuvent la soutenir. On va faire tourner les questions avant l'intervention de Régis Aubry. Est-ce que vous avez des remarques, compléments? Voilà. On a tué le débat. Non, on n'a pas tué le débat. Ils sont épuisés. Ah, Jean-François, tu as changé de place. Oui, j'ai changé de place. Oui. Tu t'es mis avec les jeunes. Voilà. Non, finalement, je m'interrogeais, parce qu'on a discuté ce matin de la formation de nos jeunes médecins, de la formation des citoyens, etc. C'est une question plutôt pour Anne, que j'aurais pu te poser en dehors de cette réunion, mais j'en profite. Merci. Qu'en est-il actuellement de l'ensemble de la formation des jeunes magistrats? Parce que j'avais été amené, d'autres aussi, à expliquer les enjeux de la loi de bioéthique au moment de 2018 par
voilà, de formations diverses et variées. Puis depuis, je dois dire, il y a eu Covid bien sûr, mais j'ai un trou. Où ils en sont dans la discussion? Est-ce que tout le monde a la maturation que tu as sur ce type de sujet? J'espère que oui, et je ne suis pas sûre d'avoir une maturation totale. J'ai encore des zones de travail. La formation des magistrats, d'abord, c'est une formation initiale et une formation continue. Et donc, ça veut dire que tout au long de la carrière, on continue à se former sur un certain nombre de sujets. Et particulièrement sur ces sujets-là, c'est-à-dire les sujets de bioéthique, les sujets de fin de vie, les questions de consentement, la question de la protection des majeurs, tu as devant toi 3 représentants de formateurs. On a régulièrement à ces formations des collègues pour les interpeller sur la nécessité absolue de ne pas être simplement des bons techniciens du droit. Donc là, je pense que de ce point de vue-là, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont faites. Est-ce que ça peut être amélioré? Oui. Est-ce qu'il faut faire des formations transversales? Magistrats, médecins, soignants de manière générale, y compris le soignant du médico-social. C'est fait dans un certain nombre de cas, mais je pense que ça pourrait être encore amélioré. Et par exemple, Gilles et moi, nous avons co-dirigé une formation sur la fin de vie il y a une bonne dizaine d'années, le juge et la fin de vie, et nous avions dans les participants des médecins et des soignants de manière générale et des juges. Donc oui, il faut et c'était une semaine. Donc je pense qu'effectivement, il faut que ce soit fait. Je pense que la dimension éthique en tant que telle, elle doit davantage être mise en débat, je trouve. Parce que dans les formations, je pense que tu seras d'accord là-dessus, on a un peu tendance à rester sur des fondamentaux déclinés, mais à aucun moment une mise en débat à cause ou grâce aux tensions éthiques. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y aurait certainement beaucoup de choses à faire. Tu veux compléter, Gilles? Il y a d'autres interventions, questions? Alors, sinon, il y a un miracle dans ce colloque, c'est qu'on est à l'heure. Quand même, il faut le souligner. Donc ça veut dire que l'organisation et les orateurs sont des gens parfaits.